Bienvenue dans la causerie de ce matin. On le disait à l'entame de cette émission que nous parlerons essentiellement que de l'éducation. Et avant-hier, le président de la République a rencontré les confédérations syndicales et au cœur des préoccupations, la qualité de l'enseignement. Ce matin, nous allons opiner sur ce premier sujet et autour de cette table, nous avons Jean-Del Étienne Glessoubé, journaliste à Cap FM. Bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Alors, juste à votre côté, Médis Agbonko, il est également journaliste. Bonjour Médis. Bonjour chers consoeurs, bonjour chers confrères et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Et Firmin Sossou, toujours fidèle au poste. Bonjour. Bonjour cher Olari et bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes également journaliste et ma première question s'adresse à vous. Que pensez-vous du fait que le chef de l'État soit préoccupé par la qualité de l'enseignement ? Vous savez, le gouvernement a un calendrier qu'il déroule. Vous avez constaté que l'année qui s'est achevée a été vraiment apaisée et que les résultats ont été vraiment reluisants. En ce qui concerne les trois ordres de l'enseignement, vous constatez que le gouvernement n'attend pas la rentrée pour commencer par parler avec les partenaires sociaux. On a constaté qu'à cette rencontre, il s'est agi surtout de ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'enseignement donné aux enfants. Et vous savez, l'une des mesures qui rassure vraiment, c'est de donner confiance à ceux-là qui se battent pour donner de crédit à notre enseignement, la qualité qu'il faut. Et le gouvernement les a rassurés en prenant des mesures qui concernent l'évaluation de leur niveau. Il faut évaluer leur niveau. Il s'agit d'une évaluation formative parce que on essaiera, après le diagnostic, on essaiera quand même de trouver des remédiations pour que ceux qui sont bons soient retenus et selon ce que on a pu eu comme information de cette rencontre, c'est que ceux qui sont meilleurs seront admis à la fonction dans la fonction publique et ceux qui sont moins bons vont recevoir des cours, tout ce qu'il faut, ils vont avoir des remédiations pour être bons, et ceux qui ont par exemple des inaptitudes manifestes par rapport à la fonction enseignante, ceux-là, on va essayer de voir s'il faut les reconvertir ou bien il faut leur accorder une résiliation du contrat et ils seront certainement dédommagés selon les clauses du contrat qu'ils ont eu à signer avec l'État. Donc je crois que c'est des mesures quand même qui rassurent parce que désormais on n'aura plus des gens dans la fonction publique qui vont juste pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins, mais les gens iront dans l'enseignement par vocation parce qu'ils ont les compétences nécessaires pour enseigner et non juste pour se chercher parce qu'on est au chômage et que comme on n'a pas d'emploi, il faut trouver un sous-emploi pour se débrouiller avec ce qui compromet dangereusement l'avenir de nos enfants. Vous voyez, le gouvernement est en train de prendre des taureaux par les cornes et cela est à saluer. Médis Agbonko, en faisant le diagnostic du système éducatif, depuis plus d'une bonne décennie déjà, on se plaint du niveau des apprenants. Est-ce que vous avez l'impression que l'évaluation des enseignants constitue, on va dire, l'un des remèdes contre cet état de choses? Merci bien, chers confrères. Il faut d'abord commencer par regarder dans le rétroviseur pour voir d'où est-ce que nous sommes partis, afin d'apprécier où est-ce qu'on en est actuellement. On était quartier latin de l'Afrique. Autrement dit, on était un pays de référence en matière de savoir sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours quartier latin de l'Afrique? La réponse, c'est que c'est pas sûr que ce soit oui. C'est que pour ne pas dire que c'est non. Mais pour qu'on en soit là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se poser la question et poser vraiment le diagnostic nécessaire afin d'apporter la réponse adéquate. Et c'est fort de cela que cette démarche du gouvernement mérite vraiment d'être appréciée, en ce sens que lorsqu'on parle de baisse de niveau, il faut voir du côté de tous les acteurs de l'école. Il ne faut pas seulement jeter la pierre aux apprenants, aux enfants. Il ne faut pas seulement dire que c'est les parents qui ne jouent plus bien leur rôle en termes de suivi.
faut pas seulement accuser les curricula ou bien les programmes, mais il faut aussi chercher à regarder du côté du personnel d'encadrement que constituent les enseignants. Parce que, comme le dit un principe pédagogique, il n'y a pas de mauvais apprenants, il n'y a que d'enseignants inefficaces. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en donnant l'exemple du Niger, du cas du Niger, qui a eu à commanditer une étude sur l'état du système éducatif dans la période de 2017 à 2018. Une étude qui a révélé que 50% des élèves du cours préparatoire, c'est-à-dire du CP, n'arrivent plus à lire un seul alphabet sur les 26 au CP. Ce qui illustre vraiment la question de baisse de niveau. Et à partir de là, c'est que l'approche de solution qui a été préconisée, c'est l'évaluation des enseignants. Au Niger, l'évaluation des enseignants. Et quand le gouvernement nigérien a décidé de cela, c'est que dans une première vague, il y a 3177 enseignants du primaire qui ont été évalués. Et l'épreuve qu'on leur a évaluée dans 2 matières, en mathématiques et en français. 2 épreuves ont été administrées. En mathématiques, c'est les questions les plus banales qui ont été posées et les résultats ont montré que beaucoup d'enseignants ont eu 0. Exemple, première question de l'épreuve, pour avoir eu à pousser ma curiosité en cherchant à voir l'épreuve, on dit Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié la nuit d'hier. Combien de poules reste-t-il? Beaucoup d'enseignants ont eu 0 pour ça. Beaucoup d'enseignants ont eu 0 pour ça. Deuxième question. Une dame potière, a fabriqué 13 canaris. Son petit-fils, en s'amusant, a brisé 12. Combien de canaris reste-t-il? Des enseignants ont eu 0 pour ça. Et le ministre de l'enseignement primaire, de l'éducation et de l'éducation civique du Niger a présenté le compte rendu à la face du monde. On a tous suivi l'élément. Il a déploré la situation. Donc, à partir de là, c'est tout à fait normal que les États voisins cherchent à voir si la situation n'est pas pareille dans leur pays. C'est tout à fait normal qu'on cherche à voir s'il n'y a pas éventuellement des enseignants du primaire qui ne savent pas écrire leur nom. Parce que l'avenir du développement et du pays en dépend du moment où on dit que l'éducation constitue le socle du développement. Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot en ce sens que c'est l'éducation qui fournit les ressources humaines de tous les secteurs pour avoir des enseignants de qualité, des journalistes de qualité, tout part du primaire. Pour avoir des médecins de qualité, pour demain, tout part du primaire. Pour avoir des magistrats qui vont rendre de bonnes décisions, tout part du primaire. Ainsi, on ne peut pas laisser le secteur ouvert à tout venant. Non, parce que l'enseignant constitue une référence en matière de transmission du savoir. Le savoir qu'il inculque, c'est que ça a un impact sur la vie de l'élève ou bien de l'écolier. Et cela, c'est de reconnaître que l'enseignement est un corps d'élite où normalement il n'y a que les meilleurs qui doivent y aller. Il n'y a que les meilleurs qui doivent y aller. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les meilleurs dans le secteur? La réponse, ce n'est pas évident. Voilà. Jean-Del-Etienne Glessoubé, Médis vient de faire une comparaison. Est-ce que la situation serait pareille ici au Bénin? Merci. La situation au Bénin, elle est encore plus catastrophique. Elle est encore plus dangereuse. Est-ce que vous avez les chiffres? C'est à ce titre que je voudrais quand même saluer la démarche du chef de l'État qui a souhaité de rencontrer les partenaires sociaux bien avant le démarrage effectif de la rentrée prochaine. Et l'ordre du jour, c'est vraiment important. La situation du système éducatif au Bénin. Chez moi, enfant, on dit regardons un peu d'où nous venons. Qu'est-ce qui a été à la base de ce système éducatif que nous avons aujourd'hui, qui est la cause de tous nos malheurs? Nous savons tous la place qu'occupe le capital humain dans le développement d'une nation. Et lorsque c'est des gens qui n'ont pas pour vocation d'être enseignants, parce que j'ai eu le BEPC, j'ai eu le bac, j'ai pas les moyens de continuer. Et mon oncle est censeur à Didja, directement, on me donne 2 ou 3 classes. Et quand le gouvernement, sur un coup de tête, décide de faire un reversement
sans tenir compte de l'aptitude, de la qualité, du niveau de ces gens-là, et qu'on déverse tout ce lot-là dans ce fourre-tout, dans un système aussi précieux pour notre pays, voilà le résultat. Vous avez des enfants aujourd'hui qui, jusqu'en classe de CM2, ne peuvent pas écrire une phrase, ne peuvent même pas lire un livre de CE1. Non, mais là, si c'est lire, même en terminale, vous avez des élèves dans ce cas aussi. Là. Oui, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est formidable. Et j'ai aimé une phrase du chef de l'État. Celui qui refuse d'être évalué sera licencié. Il n'y a pas de débat autour de ça. Lorsque toi, tu évalues quelqu'un, et à ton tour, on décide de t'évaluer, tu refuses. Au nom de quelle loi de la République? Au nom de quoi? Quelle aptitude toi tu as et tu refuses qu'on t'évalue? Alors que nous avons un niveau très bas de notre système éducatif, et aujourd'hui, à part l'État central qui joue son rôle en mettant à disposition les moyens, on a les parents qui s'efforcent aussi à jouer leur rôle. Il y a les apprenants et les enseignants. Et lorsqu'un apprenant est mauvais à 90%, c'est la faute de l'enseignant. Et donc aujourd'hui pour moi, l'évaluation c'est un impératif nécessaire. Et déjà dès la rentrée prochaine, on ne devrait plus être en train de parler de cette évaluation-là. Et vous allez constater avec moi qu'il y en a qui ne méritent pas d'être enseignants. Et l'aspect, le plan social dont certaines personnes abordent pour dire, bon, ce gouvernement ne parle que de licenciement, ils vont faire quoi? C'est quand même des Béninois. Oui, c'est des Béninois, mais ils n'ont pas leur place dans le système éducatif. Nous avons d'autres secteurs d'activité dans lesquels on peut les reconvertir. Il y a des questions, la santé, l'éducation, la sécurité, sur lesquelles on ne peut pas lésiner sur les moyens. C'est ça passe ou ça casse. Et je voudrais saluer également cette volonté-là des centrales syndicales qui ont compris que l'évaluation, elle est vraiment importante. Et au-delà de ça, ils ont un rôle à jouer maintenant. C'est d'aller expliquer à leurs syndiqués qu'il ne s'agit pas de faire la tête au gouvernement pour ne pas aller composer. Sinon, si quelqu'un essaye de jouer au plus malin, il va en répondre. Pour moi, l'éducation, c'est un secteur très essentiel et ne va pas dans ce secteur pour être enseignant qui veut, mais c'est qui peut. Mais Philomène Soussou, vous pensez comme Jean-Del que l'évaluation des enseignants devient impérative aujourd'hui? C'est une injonction presque pour qu'on puisse vraiment évaluer le niveau de l'éducation en général au Bénin? Oui, c'est vraiment impératif et les partenaires sociaux ont compris. Et d'ailleurs, l'approche que le gouvernement choisit, c'est qu'ils seront associés au choix des épreuves qui feront objet de cette composition. Je crois que c'est une bonne option, mais vous savez, comme l'a dit Médis et puis mon confrère Jean-Del, dans un pays où le système éducatif ne fonctionne pas comme cela se doit, n'est pas réglementé, on ne fait pas d'évaluation, n'importe qui peut exécuter le programme comme il souhaite sans tenir compte de ce qui a été retenu dans les groupes pédagogiques et puis par les inspecteurs qui passent de temps en temps évaluer ces enseignants. Vous savez, à la fin, on ne peut pas avoir des résultats probants, on ne peut pas avoir des résultats vraiment reluisants. Et depuis que le gouvernement d'ailleurs a commencé à prendre certaines mesures comme épée Damoclès qui plane désormais sur des enseignants, vous avez constaté que tout évolue bien et que les résultats cette année, en dehors du fait que l'année n'a pas été agitée par des moments de débrayage, on a quand même constaté que les enfants ont été vraiment à l'œuvre, ils se sont donnés et les résultats ont été vraiment reluisants. Ne serait que par exemple les résultats du bac, vous voyez cette année quand même c'est assez de mention très bien. Donc cela encourage davantage les enseignants, les parents d'élèves et tous les acteurs du système éducatif. Donc je crois que le gouvernement est dans une stratégie qui consiste à donner plus de confiance aux enseignants eux-mêmes, parce que vous savez, quand on dit que les meilleurs seront admis dans la fonction publique, cela encourage. C'est une source de motivation, c'est une source d'encouragement qui permet quand même, qui rassure celui qui est bon, qui sera désormais agent de l'État. Et je crois que ceux qui peut-être ont un niveau très satisfaisant et qui n'envisagent pas encore
se lancer dans cette fonction d'enseignement pourront quand même se dire s'il y a désormais une forte considération en ce qui concerne le niveau, sinon en ce qui concerne les compétences, il faudrait que je laisse ce que je fais aujourd'hui, qui est peut-être un emploi précaire, pour commencer par enseigner. Très bien. Mais Jean-Del, tout à l'heure, a fait un tableau comparatif avec les régimes précédents qui faisaient peut-être des reversements sans tenir compte de l'aptitude de ces enseignants-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la fermeté que l'on semble noter avec le chef de l'État qui dit que l'évaluation est obligatoire, est-ce que cette fermeté va permettre d'évoluer? Oui, c'est un acte vraiment courageux. Vous savez, au fait, le gouvernement défunt a reversé des gens. Certainement que le besoin était là et il fallait quand même reverser des gens pour les rassurer. Mais on a constaté que sous ce régime dont on parle, il y a eu plus de populisme. Donc la politique s'est mêlée à ce jeu et on a plus pensé satisfaire des gens pour avoir plus de voix dans certaines localités que de penser à la qualité de l'enseignant même. Donc je crois que ce que le gouvernement est en train de faire, ce gouvernement quand même n'improvise pas. Vous savez, que ce soit dans le secteur de l'enseignement ou dans les autres domaines de la vie, on constate que tout est élaboré, c'est un plan, c'est avec méthode que tout évolue. Et quand vous prenez d'ailleurs le projet de société du candidat, quand il était candidat, le président de la République, quand il était candidat, vous verrez que tout est planifié, et tout était élaboré. Le gouvernement ne fait que dérouler ce qui a été prévu. Et je crois que désormais, quiconque envisage d'être enseignant doit savoir qu'il doit être évalué et doit tout faire de jour comme de nuit pour avoir un niveau acceptable. Vous savez, on ne finit pas d'apprendre, même enseignant, on peut quand même essayer de se perfectionner, de relever son niveau soi-même, et de se donner plus au travail. Vous savez, il y a des enseignants aujourd'hui qui sont à la fois commerçants, qui sont à la fois artisans, ils font un peu de tout pour joindre, qui sont tout. Et dès lors que le gouvernement a décidé quand même de mettre les plus bons dans de meilleures conditions, je crois qu'ils vont laisser les autres emplois et se consacrer valablement à la fonction enseignante. Amédis Agbenkor, le gouvernement est ferme, on est tous d'accord, mais juste après cette rencontre, il y a eu des réactions, des gens ont fustigé cette fermeté du président de la République. Est-ce que cela vient prouver le doute qu'on a concernant la qualité de nos enseignants? Je crois que c'est quand même très simple d'accepter de se faire évaluer, puisque du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous ne devez rien craindre. Mais il est donné de constater qu'il y a des craintes par endroit, parce que des voix s'élèvent pour prêter des intentions au gouvernement, comme quoi que c'est pour procéder à des radiations dans le rang des enseignants reversés de 2008. Bon, je crois que du moment où le chef de l'État est allé même jusqu'à faire des propositions pour dire que les meilleurs seront promus comme agents permanents de l'État et que les moins bons iront en formation et que les plus médiocres seront carrément sortis des rangs et envoyés dans d'autres secteurs, c'est qu'il faut quand même être rassuré et faire confiance en cette déclaration. Jusqu'à preuve de contraire, il faut faire confiance à cette déclaration et d'accepter de se faire évaluer. Raison pour laquelle il faut déjà saluer la pertinence de la réaction des centrales syndicales qui ont souhaité être associées au choix des épreuves. Ça, c'est une proposition qu'il faut, dans l'ordre des choses, accepter pour rassurer que les candidats ou bien les enseignants qui doivent composer. Et également, au bout du rouleau, publier les résultats de sorte que les notes par matière soient également affichées. Pour garantir vraiment beaucoup plus de transparence, pour qu'un enseignant qui éventuellement serait déclaré non admis ne doute pas de sa prestation, que ça soit affiché en même temps avec les notes, comme ça se fait pour certains concours. Là, si éventuellement il n'est toujours pas d'accord, qu'on lui présente les copies. Parce que quand les copies vont sortir, les copies ne vont pas mentir. Si par exemple on dit que c'est un enseignant de français qui a composé, et que sur la copie il y a 35 fautes, et on le déclare échoué, quand la copie va parler, va sortir, il sera obligé de se taire. Donc voilà autant de possibilités ou bien d'alternatives qu'il faut mettre en jeu pour rassurer
tout le monde, que de ce que... Vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure. Par le passé, il semble qu'on a fait plus de populisme que de technique dans le domaine. Aujourd'hui, avec toutes ces mesures, vous avez l'impression qu'on est en train de dépolitiser l'éducation parce qu'on a besoin pour évoluer? Ah oui, parce que le secteur de l'éducation mérite d'être dépolitisé. Puisque la baisse de niveau ne connaît pas d'enfants de mouvanciers ni d'enfants d'opposants. Puisque l'éducation, c'est d'ailleurs l'un des secteurs où la justice sociale est de rigueur. C'est à l'école que l'enfant du plus riche a la possibilité de s'asseoir à côté de l'enfant du plus pauvre. C'est ça. C'est à l'école que l'enfant du plus riche a la possibilité d'avoir 0, pendant que l'enfant du plus pauvre a des chances d'avoir 20. C'est également à l'école que l'enfant du plus riche a la possibilité d'échouer pour un examen parce qu'il n'a pas le niveau, pendant que l'enfant du plus riche ou du plus pauvre peut réussir. Donc à partir de là, c'est qu'il faut comprendre que c'est une lutte objective. C'est une lutte objective qui doit être acceptée sans aucune autre considération. Parce que lorsqu'on parle des résultats de fin d'année que vous venez d'évoquer tout à l'heure, je parle du confrère Firmin Sossou, parmi tous ceux qui ont été déclarés, admis, le travail se faisant dans l'anonymat, c'est qu'on n'a pas tenu compte des considérations politiques pour délibérer. Voilà. Et comme toujours, comme par le passé. Donc, quand on dit que ça n'a pas marché, c'est qu'on ne sait pas si c'est des enfants de telle personne, de tel bord qui ont échoué. Donc, c'est un problème réel, la baisse de niveau qu'il faut conjurer. Et l'évaluation des enseignants constitue un passage obligé pour atteindre cet objectif. Parlant des désapprobations qui ont commencé à naître au lendemain de cette rencontre avec le chef de l'État, c'est d'appeler les contestataires à la compréhension. À la compréhension, on est allé même jusqu'à entendre des gens dire qu'aucun test n'a prévu une évaluation des enseignants. Ah mais non, c'est qu'il faut bien lire les tests. C'est qu'il faut bien lire les tests. Parce que quand on crée la radiation, c'est ce comportement, cette résistance qui peut maintenant conduire à des sanctions disciplinaires, qui peut conduire à des sanctions disciplinaires même jusqu'à la radiation. Parce que lorsqu'on regarde du côté du décret qui régit le statut des agents permanents et des agents contractuels du moins de l'État, l'article 70 est clair qu'il faut procéder chaque année à l'évaluation de l'agent contractuel de l'État par rapport aux résultats du travail qu'il fait. C'est bien écrit dedans. L'enseignant, est-ce que les enseignants dont on parle ne sont pas des agents contractuels de l'État? Mais ils le sont. Donc on peut déjà commencer à leur opposer cette disposition. Et lorsqu'on dit évaluation, tel que ça se fait souvent, c'est juste que c'est l'autorité hiérarchique qui dit oui, il est correct, il est poli, il vient au boulot à l'heure. Mais cette fois-ci, le gouvernement a dit qu'il faut qu'on aille au-delà. Le tout ne suffit plus de rester dans un bureau pour signer des fiches, pour dire tel collaborateur est à l'heure. C'est que nous voulons voir clair dans votre niveau. C'est que ce n'est pas un problème, c'est qu'il faut accepter. Et si, ce qui est sûr, au bout du rouleau, chacun va se retrouver dans l'une des 3 catégories. Les catégories de ceux qui seront promus, ou soit les catégories de ceux qui iront en formation, ce qui est encore bénéfique pour l'enseignant. Parce que quand l'enseignant ira en formation, de son retour, le parchemin qu'il aura, ça va porter son nom. Et pour toujours. Voilà. Et puis, c'est toujours bien aussi de recevoir de formation lorsqu'on est déjà en activité. C'est dans l'intérêt de l'enseignant. Il ne faut pas s'opposer à ça. Et il n'est pas dit systématiquement que ceux qui seront les plus médiocres seront renvoyés et mis au chômage, seront reconvertis. Peut-être au bout du rouleau, dire, voilà, au regard de cette évaluation, vous n'avez plus votre place ici. On va vous envoyer quelque part, vous allez faire moins de dégâts. Ce qui est tout à fait normal parce que quand on va vous laisser toujours dans ce secteur, c'est que les dégâts que vous allez faire seront beaucoup plus énormes. Voilà. C'est ça. Donc, parce qu'une génération mal formée, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Très bien. Donc ce n'est pas normal qu'on maintienne des gens dont les niveaux ont été avérés et dont la baisse de niveau a été avérée, les maintenir dans le secteur pour les laisser continuer à faire des dégâts. C'est que aux conséquences incommensurables. Voilà. Ça veut dire que, Jean-Del, les partenaires sociaux devraient coopérer. Ça, c'est une condition sine qua non. Est-ce qu'ils ont le choix? Et il faut que certaines personnes comprennent que le seul Béninois qui a prêté serment le 6 avril 2016, c'est Patrice Talon. Et pendant 5 ans, la politique nationale de développement, c'est lui qui définit. Et l'éducation en fait partie. Et donc, si le gouvernement décide
d'opérer des réformes dans le système éducatif, faire le diagnostic, arrive à comprendre que c'est les enseignants que nous utilisons qui ont une baisse de niveau très énorme. Et donc, il faut procéder à une évaluation. Mais on n'a pas à en vouloir au gouvernement. Il y a deux choses. Je dis souvent, Patrice Talon peut marcher sur la mer. On va trouver qu'il soulève de la poussière. Ça veut dire qu'on ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a ceux-là qui, même sans comprendre le fond de la démarche, ont pour mission que de dire que c'est mauvais. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter de ceux-là. Maintenant, l'enseignant qui refuse d'être évalué sur la base de quoi? Il a peur de quoi? Est-ce qu'il est sûr qu'il est venu dans le métier par vocation, parce qu'il a les aptitudes nécessaires? Vous savez qu'il y a des gens quelqu'un qui n'a même pas le premier diplôme, c'est-à-dire le CEP, mais qui enseigne au primaire. Mais, vraiment? Je dis, mais ça se passe. Mais le gars fait CM2, 5 ans, 10 ans après. Son oncle à côté a une école, on le met là. Et du coup, après, il se retrouve comme dans nos villages où on dit c'est l'association de parents d'élèves même qui paie la contribution. Il commence par exercer. Finalement, le ministère reconnaît l'école comme une école primaire. Ah, lui, là, il était là depuis longtemps. Il faut le trouver un petit contrat. On le trouve un contrat. Le gars n'a pas de niveau. Il ne peut qu'être excellent en création de dégâts dans le système éducatif. Et voilà quelqu'un comme ça qui s'est retrouvé être enseignant du primaire dans ces conditions catastrophiques-là, qui refuse d'être évalué. Chose normale, parce qu'il a peur de perdre son emploi. Mais on lui donne la chance d'être recasé ailleurs. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat en la matière. On a déjà procédé à des évaluations par le passé. Si c'est la manière, peut-être, qui ne rassure pas, il y en a qui estiment que, bon, le gouvernement, c'est parce qu'on veut radier cette catégorie d'agents contractuels de l'État qu'on décide de procéder ainsi. Il faut alors, comme le gouvernement l'a dit, associer les partenaires sociaux, eux-mêmes, du début jusqu'à la fin, ils vont comprendre comment ça va se passer. Et il faut que tous les enseignants puissent accepter de participer à l'évaluation. Ça, c'est indispensable. Tu ne le fais pas. Et est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce que toi, tu dispenses aux apprenants durant l'année scolaire, est-ce que ça répond aux normes? Un enseignant qui dispense des cours s'en fiche. Et lorsqu'on voit que le conseil pédagogique est là, on court dans tous les sens. Pendant qu'on sait que normalement, on doit être en train de dispenser cette situation d'apprentissage, toi, tu fais autre chose. Ou l'enseignant, il est au cours avec des vieux cahiers, des cahiers de l'année antérieure qu'il a prêché un élève qui a été gardé par un enseignant supérieur à lui. Donc, il sait que, bon, il y a de bonnes choses dans ce cahier. Et c'est le cahier qu'on garde. On ouvre ça dans le sac un peu, tout comme si le sac est ouvert sur la chaise et on fait semblant. Mais c'est des situations qu'on a vécues. On fait semblant de jeter des coups d'œil et c'est après, ou soit l'élève pose une question, on essaye de dribbler par des blagues et c'est à la maison, on cherche la réponse et c'est à la prochaine séance qu'on essaye d'apporter la réponse, mais ça ne va pas. Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce secteur par le passé. Il faut reconnaître que la politique a pris le dessus dans le système éducatif. Et donc, c'est heureux pour tout parent. Lorsque un parent qui présente, c'est-à-dire à 3 enfants, le CEP, le BPC et le bac, et à la fin de l'année, on dit que lui, il a donné 0% dans sa famille. Quel est son état d'âme? Alors qu'il a investi. Il a pris des répétiteurs. Il a acheté tous les livres, il a tout fait. Le parent dira, tcho, c'est mes enfants qui ne travaillent pas, qui ont un niveau très bas. Alors que c'est l'enseignant qui est là-bas, qui est même nul, plus que l'enfant même, parfois, et qui a rié aussi l'enfant. Parfois, on prend même des répétiteurs qui enfoncent encore le niveau. C'est un foutu. C'est-à-dire, il faut... Et il y a encore un danger qui nous guette, c'est les écoles privées. Il faut que le gouvernement puisse aussi avoir le courage d'aller dans ce secteur également. C'est un désastre
total. Parce que là, il n'y a pas de suivi, on ne vérifie rien. Oui. Il revient uniquement au promoteur d'école de choisir le professeur, l'enseignant du primaire, et du coup, on ne maîtrise pas ce qui se passe. C'est encore dangereux que le secteur public. Mais Mehdi Sagbenko veut placer un mot par rapport à... Oui, bien sûr, c'est de préciser que le gouvernement nigérien, en procédant à l'évaluation des enseignants, a profité pour détecter les cas de faux diplômes dans le rang des enseignants. Donc, parce que après l'évaluation, il y a eu le contrôle de profil également. Les diplômes, le gouvernement est allé plus loin, le gouvernement nigérien est allé plus loin. Pour authentifier les diplômes qui ont été brandis. Voilà, les diplômes qui ont été brandis. Et c'est de là que quand cette opération a commencé, 157 enseignants au Niger ont pris la poudre d'escampette. Volontairement. Oui, volontairement. Ils ont été obligés de quitter les choses. Ils ont jeté l'éponge d'eux-mêmes. Ils ont quitté 157. Et après, dans le cadre de l'opération, des dizaines d'enseignants ont été arrêtés. Pour faux usage de faux en écriture publique, tout ça. Donc c'est de dire que c'est le moment également, au-delà de l'évaluation, d'aller plus loin. Parce qu'on sait que les professionnels de la falsification circulent dans notre société et les faux diplômes circulent abondamment. Et puis, rien ne prouve que dans ce secteur, qui n'en existe pas également. Donc c'est de pousser la curiosité, d'investiguer pour voir, et c'est le moment de les sortir des rangs. Parce que lorsqu'on va identifier des faux diplômés et les sortir de l'enseignement, personne ne sera contre. C'est ça. Lorsqu'on va les poursuivre, personne ne sera contre. Parce que ce n'est pas normal que des gens qui veulent transmettre des savoirs puissent déjà commettre de pareilles infractions à la loi pénale en termes de faux. Parlant des écoles privées, je crois que l'aspect que soulève le confrère est également fondamental. Parce que il n'y a que les promoteurs qui décident de recruter qui ils veulent. Il faut que l'État ait un droit de regard à ce niveau aussi. Dans ce secteur qui enseignent aussi. Oui, dans le privé. Les enfants, dans le privé, parce que c'est également des enfants de la République. Bien sûr. C'est également des enfants de citoyens béninois. Donc il faut que le combat aille là aussi. Et c'est quand même très simple parce que c'est la violation ou bien c'est le non-respect de la loi sur l'éducation nationale qui permet aux promoteurs de recruter les enseignants selon leur volonté. Sinon, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'il faut avoir une autorisation d'enseigner. Et l'autorisation d'enseigner se délivre sur la base d'un arrêté, c'est que du ministre de l'enseignement ou bien du ministre en charge de l'éducation. Donc quiconque normalement veut enseigner dans une école privée doit déposer un dossier à la direction départementale. Et puis la direction départementale envoie ça au cabinet du ministre. Il y a une commission qui siège. Très souvent, la commission siège dans la période du mois de juillet-août. Et puis, la commission centralise tous les dossiers de demande d'autorisation d'enseigner qui sont envoyés et procède à des études pour les rejets, profil non conforme, défaut d'attestation, défaut de certificat de non-bégaiement, ainsi de suite. Et puis, c'est sur la base de l'arrêté maintenant qu'on publie les noms pour dire voici ceux qui sont autorisés à enseigner. Donc, normalement, quelqu'un qui n'a pas cette pièce ne doit pas prendre des heures dans une école privée. Malheureusement, que les promoteurs ne tiennent pas rigueur, ne tiennent pas compte de ce principe et recrutent des enseignants sur la base. Voilà. Donc, c'est le moment de régler également ce problème. Voilà. On sait que l'évaluation déjà a eu lieu à 2 reprises d'une façon infructueuse parce qu'il y a eu des dysfonctionnements et le gouvernement en est véritablement conscient. Est-ce que cette fois, lorsqu'on prend tout ce temps-là, on a d'abord lancé une première vague de recensement des aspirants métiers d'enseignants. Après clôture du délai, ça a été prolongé encore pour donner une chance à tout le monde de vraiment s'inscrire. Et le chef de l'État qui rencontre les confédérations syndicales sur la même question, lorsqu'on change de démarche et qu'on prend tout ce temps-là, est-ce que ça ne présage pas que quelque chose de sérieux se prépare et que tout le monde a vraiment intérêt à coopérer, comme je le demandais à Jean-Denis? Non, quelque chose de sérieux se prépare. Je crois que ceux qui pensent contester cela ont la nostalgie des moments qu'on a connus sous d'autres régimes. La récréation est terminée depuis 2016. Vous savez, le Bénin évolue et tout se passe bien selon l'orthodoxie qu'il faut suivre quand même en matière de gouvernance. Vous savez, dans beaucoup de
de secteurs, le gouvernement essaye quand même de clarifier les choses. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre avec les partenaires sociaux, ce que le gouvernement a proposé est quand même clair. On ne peut pas. Je crois que ceux qui vont contester, c'est certainement ceux-là qui se reprochent beaucoup de choses. Sinon, on dit les meilleurs seront quand même reversés, seront reconnus comme agents permanents de l'État, et que les moins bons seront formés, c'est-à-dire vont recevoir tout ce qu'il faut comme coût, et ceux qui n'ont pas le niveau, quand même, on essaiera de voir s'il faut les envoyer dans d'autres secteurs. Donc je crois qu'il n'y a que... À la fin, quand même, personne ne sera quand même rejeté si réellement, bon, il compte quand même travailler pour son peuple. Et je crois que les gens doivent être vraiment rassurés. Si on empêche, par exemple, cette évaluation, que veut-on de ceux-là qui ont le niveau et qui, en temps normal, devraient être distingués et primé. Parce que vous savez, lorsque vous avez réellement le niveau et le gouvernement de votre pays reconnaît que vous avez le niveau et vous permet d'être agent permanent de l'État, cela vous motive. Et après, à côté de cette motivation, ceux qui quand même aspirent à enseigner seront désormais rassurés et vont s'armer davantage pour avoir tout ce qu'il faut comme compétence avant de se lancer dans cette profession. Je crois que ce qui se fait suit une logique bien déterminée et rien n'est fait avec l'improvisation. Le gouvernement essaie de voir ce qu'il faut faire pour que tout s'arrange de façon parfaite. Et je crois les uns et les autres doivent être rassurés et accepter de se faire évaluer. Et lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas le niveau, vous devez accepter quand même quitter la profession et permettre à ceux qui ont le niveau d'avoir la place qu'il faut. Très bien. Nous allons évoluer dans cette causerie et parler des réformes au niveau de l'enseignement supérieur. Mehdi Sagbenko, il y a quelques jours seulement, on a entendu la ministre de l'enseignement supérieur qui parlait de l'attribution des bourses de façon équitable. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci bien. Avant de revenir à la question, permettez-moi de finir encore rapidement sur l'évaluation des enseignants. En disant que normalement, l'évaluation devrait faire l'objet d'une revendication syndicale de la part des enseignants. Pour dire, nous exigeons du gouvernement de venir nous évaluer. Oui. Nous souhaitons être évalués pour mieux faire notre travail. Là, vous payez carrément un tableau contraire à la réalité. Hein? Dans l'ordre des choses, je serais syndicaliste des enseignements. Nous exigeons du gouvernement de venir évaluer notre secteur. Nous sommes en vacances pour pouvoir réclamer des formations et continuer à bien faire notre travail. Du moment où la décision n'est pas venue du côté du corps même des enseignants et que ce soit le gouvernement qui en décide, c'est l'occasion de saisir la main tendue et c'est que de se plier à l'évaluation. Il n'y a aucune crainte à cela. Venant à la question des réformes dans le domaine des bourses, avec ce gouvernement, on a constaté que les choses ont été revues. Et puis désormais, les bourses, c'est par quota. Et puis, d'abord, dès l'obtention du baccalauréat, c'est qu'il faut voir les notes obtenues dans les matières principales pour voir comment faire les orientations et les bourses, comment les octroyer. C'est une décision qui permet de rationaliser les ressources. Les ressources, la dépense publique. Et contrairement aux temps antérieurs, c'est que ça pose quelque part un problème parce que ça réduit le nombre. Alors que lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où, du point de vue social, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des parents ayant des ressources limitées et qui ne comptent que sur la bourse pour joindre les deux bouts, c'est que ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui pour l'étudiant qui vient d'une famille démunie et que de s'en sortir facilement parce que ce n'est plus comme avant où déjà avec 51, vous avez droit à une allocation et qu'aujourd'hui vous pouvez même avoir 12 en cours
en cours de cursus, vous pouvez avoir 12 demandes en cours de cursus et ne plus être éligible à la bourse. Alors que par le passé... D'abord, cas par cas, la bourse pour l'enseignement supérieur à l'étranger, par exemple, lorsque vous avez mention très bien ou mention excellent et que le gouvernement devrait vous aider à étudier à l'extérieur, on a constaté par le passé, et ça vous allez peut-être confirmer ou pas, que l'attribution ne se fait toujours pas de façon très juste. Il y a des méritants, effectivement, parce que les parents n'étant pas très riches ou encore bien positionnés dans l'appareil d'État, il y a des enfants qui ont de bonnes moyennes mais qui n'ont jamais été sélectionnés. Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné que la ministre Marie-Odile Latanaso est sortie pour dire, pour ces bourses-là, les gens ne sont pas informés, venez déposer vos dossiers à la DBSU et informez-vous, déposez les dossiers. Est-ce que d'abord, sur ce registre-là, on peut se réjouir de ce que la justice sociale s'installe dans l'octroi ou l'attribution de ces bourses? Ah oui, il faut s'en réjouir, puisque il faut également reconnaître que l'attribution, l'octroi des bourses d'études à l'étranger, par le passé, faisait objet de scandale. Ici passait des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix. Je me rappelle très bien de la période en 2007, où on avait eu, avec beaucoup de confrères, à faire une dénonciation dans ce sens, concernant une étudiante néo-bachelière qui a obtenu une très très forte moyenne et qui, dans l'ordre des choses, devrait voyager pour aller étudier, mais au bout du rouleau, son nom a été substitué. Ça, je crois que ça doit être en 2007 ou en 2008. Ça avait suffisamment défrayé la chronique en son temps. Et la direction des bourses et secours universitaires avait été indexée. Bon, permettez-moi de ne pas sortir le nom de cette candidate récipiendaire qui devrait, ou bien lauréat qui devrait aller, mais qui a été floué. Permettez-moi de ne pas sortir le nom sur le plateau. Mais ça s'est passé dans ce pays. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle politique, cette nouvelle gouvernance du secteur et au regard de la sortie de Madame le ministre, c'est qu'on est de plus en plus rassuré que si vous travaillez et que vous êtes méritant, même si vous êtes l'enfant du dernier cultivateur du pays, vous avez des chances de voyager. Pendant que l'enfant est que de la plus grande personnalité, quand il ne mérite pas, il peut rester au pays et continuer ses études. Là, aujourd'hui, on est de plus en plus rassuré par rapport à cette réalité. Jean-Del, même question. Non, je pense que c'est une option à saluer. Parce que lorsqu'on parle des bourses pour aller étudier à l'étranger, il y en a même après le bac, ont des mentions, mais qui ne savent pas qu'il existe même des bourses pour aller à l'extérieur. Ils n'ont même pas connaissance de ça. Ils ne connaissent pas s'il faut aller déposer des dossiers quelque part. Ils ne maîtrisent pas le chemin pour bénéficier de cette bourse-là. Et vous savez que déjà, même en terminale, il y a des gens qui préparent déjà les dossiers pour leurs enfants pour l'obtention de ces bourses-là. Alors qu'ils ne savent même pas si l'enfant aura la chance de réussir ou d'échouer. Mais la seule chose qu'il sait, c'est que par sa position, il peut obtenir de bourses pour ses enfants. Quelle que soit sa moyenne. C'est-à-dire, ça s'est passé dans ce Bénin-là, le même Bénin d'hier et d'aujourd'hui. 2 enfants en terminale, il a préparé le dossier de la bourse, c'est-à-dire des bourses pour les 2 enfants. Même sans savoir que les enfants allaient réussir. Le pays était déjà choisi, la filière déjà choisie. Tout était déjà prêt avant l'obtention du baccalauréat. Heureusement, ils ont eu le bac. Mais aucun n'a eu de mention. C'est passable. Qui pour moi n'est pas une mention. Non, mais malgré ça, ils sont partis. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre que les choses se déroulent de cette manière? Pendant ce temps, il y en a qui ont le mérite qu'on doit accompagner, soutenir, mais qui complètement sont laissés sur le carreau. Du coup, l'option du gouvernement, c'est ce qu'on appelle même la prospérité partagée. C'est maintenant que nous vivons la prospérité partagée. On ne l'avait pas vécu dans une réalité. On l'avait entendu. Ça veut dire que le dernier des Béninois peut se réjouir d'avoir un enfant qui est celle qui travaille correctement. Et du coup, c'est une chance et il faut inviter maintenant les parents à accompagner les enfants, à aller déposer les dossiers dans le délai qu'il faut à suivre, parce qu'il y en a qui obtiennent la bourse
et les numéros ne marchent pas. On n'arrive plus à joindre les parents, alors que c'est des dispositions qui ont des dates bien précises. C'est ça. Et du coup, lorsque vous avez un enfant qui, après son baccalauréat, dépose des dossiers, pour ça, il faut être attentif. Et au-delà même des bourses, pour obtenir une place dans nos écoles publiques au Bénin, c'est la croix et la bannière. Oui. Alors qu'on dit, c'est suivant l'ordre du mérite. Ce n'est pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on est quand même fier. Entre-temps, tu dis à quelqu'un qui a le bac, mais dépose tes dossiers pour l'ENAM, non. Il te dit non, hein, ça c'est pour les politiciens. Les politiciens, c'est vrai. Il faut que cette mentalité, c'est-à-dire que le Béninois lambda a du service public, ça peut changer. Et cela a déjà changé. Ça donne plus maintenant la facilité. On est conscient qu'on peut oser y aller et avoir la chance d'être accepté. C'est vrai. Il y a un élément Oui. qui a vraiment Oui. retenu mon attention dans la sortie médiatique du ministre, qui disait qu'il a noté un désintérêt des néo-bacheliers pour les bourses, des néo-bacheliers béninois pour les bourses étrangères. C'est parce que pendant longtemps, il y a un mythe qui a été cultivé, développé autour. C'est que l'information ne circulait pas. Donc, avant, on ne voyait pas le ministre sortir pour communiquer, pour dire il y a des opportunités pour venir les chercher. C'est que les bourses venaient et on les cachait pratiquement. Donc, c'est ce qui explique le désintérêt déploré par le ministre. Et il faut souhaiter que ça continue comme ça, qu'on communique largement autour des bourses qui doivent être transparents. Voilà, que ce soit vraiment transparent. Et puis, la transparence commence déjà par, c'est que la communication autour, telle que ça se fait, c'est qu'une preuve d'une volonté de faire les choses dans la transparence. Parce que si on ne voulait pas le faire dans la transparence, on n'allait pas le dire à haute voix. On allait les garder par devers et les distribuer à qui on veut. Bon, voilà. Oui, puis M. Soso, même question, Oui, surtout le côté des bourses pour entrer dans les écoles nationales. C'est ça. Ou bien que je parle d'abord quand même Oui. Ah oui, allez-y, des bourses allez-y. étrangères. Vous savez, par le Allez-y. passé, ce qui se faisait, c'est ça, Mehdi vient de dire. Vous savez, il y a des bourses, par exemple, étrangères qui sont là, mais le fonctionnaire qui est là, il sait que son enfant n'a pas le niveau. Mais à côté, il sait que s'il informe tout le monde, c'est peut-être ceux qui sont des enfants de pauvres qui vont bénéficier de cela, mais en retour, lui n'aura rien. Les gens échangeaient ces bourses contre des rémunérations parce qu'ils ont peut-être un cousin qui est un peu bon et dont les parents ont l'argent. On informe ce cousin, prépare-toi, il y a une bourse pour tel pays. Le cousin se prépare, mais au lieu d'informer ceux qui ont de bonnes moyennes, on les informe pas, et c'est pratiquement à la fin du délai, à 3 jours, à 4 jours qu'on informe ceux-là, ils se précipitent, mais finalement, ils n'arrivent pas à constituer les dossiers qu'il faut quand même pour obtenir ces bourses. Et de l'autre côté, c'est qu'il y a des ministres ou bien des cadres, des hommes politiques qui déjà sollicitent ces bourses pour leurs enfants, parce que le fonctionnaire qui est là, il sait que c'est un homme politique, c'est l'enfant d'un homme politique qui aura la bourse, et il est mécontent. Du coup, il n'aime pas qu'on communique sur ce qui sera fait. Lui-même, il cache tout. Et c'est pratiquement peut-être à la fin du délai qu'il informe le ministre ou bien son supérieur hiérarchique pour dire « Ah, il y a telle bourse qui a été donnée au Bénin, mais le délai, c'est presque dans 2 jours, 3 jours. » Et finalement, ça échappe à tout le monde et on perd ces bourses. Donc, c'est ce qui se faisait par le passé, mais cette fois-ci, on constate que le gouvernement communique déjà sur les bourses disponibles. On informe pratiquement tout le monde. Et je crois que la sélection se fera de façon très transparente, comme le gouvernement quand même a décidé de le faire. Et depuis, on constate que dans la gouvernance, il n'y a pas de disparité, tout se fait de façon très transparente et ceux qui sont les vrais bénéficiaires profitent de la situation pour avoir gain de cause. Mais est-ce que c'est le manque de communication qui engendre aussi le fait que les bourses pour les écoles nationales soient façon cachée, si on peut le dire? Non, au fait, il faut avouer que le système a changé. Avant, par exemple, on tenait compte des moyennes. À un moment donné, il y a eu concours. Et donc, aujourd'hui, il y a le désintéressement est aussi à ce niveau où, par exemple, vous savez, si c'est pas concours, par exemple, quelqu'un qui a une mention très bien, après le concours,
peut ne pas avoir la bourse, alors que celui qui a mention peut être assez bien à la bourse. Donc après le bac, il y a beaucoup qui ne cherchent pas quand même à s'informer de la disponibilité des bourses. Et ceux qui ont l'argent aujourd'hui pensent que dans la fonction, par exemple au niveau de nos écoles même, que c'est juste pour l'administration publique. Quand je prends le cas de l'ENAM par exemple, et ceux-là pensent que peut-être l'administration publique. Alors qu'il y a diplomatie, relations internationales, il y a beaucoup d'autres filières. Voilà, donc ils pensent sortir de l'argent pour envoyer leurs enfants dans des écoles privées ou bien à l'extérieur. Donc, ce qui fait que... Alors qu'on a aussi beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses ici. Très bien. Il y a aussi une autre réforme sur laquelle nous allons porter un regard rapide avant de quitter ce plateau. C'est l'organisation des examens nationaux de licence et de master. Jean-Del Etienne Glessoubé, on a encore fait composer les aspirants au diplôme de licence dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se réjouir de ce que, contrairement aux grognes que l'on a enregistrées au tout début du processus, ça donne quand même un résultat aujourd'hui? Ça donne un résultat très satisfaisant. Pourquoi? Parce que chaque année, le nombre d'effectifs, ça augmente. Oui. Depuis la première édition à aujourd'hui, ça augmente. Ça veut dire que les gens sont intéressés et ils n'ont pas le choix que d'être intéressés. Lorsque nous savons tous les conditions dans lesquelles ces universités privées-là délivrent les diplômes, j'en sais quelque chose. J'ai fait le privé, j'ai fait le public au niveau universitaire. Des gens obtiennent des diplômes de licence en étant à la maison. Parce que juste, il a soldé. C'est vrai. On appelle des gens pour dire, c'est demain la soutenance. Même si tu n'as rien, viens pour t'asseoir, on va t'écouter et c'est fini parce qu'il a payé. On a coutume de dire, le parent qui débourse de l'argent, on ne peut pas lui dire après que, il a échoué. Et du coup, aujourd'hui, c'est une mafia terrible dans le système éducatif au niveau du supérieur. Et là, vous allez constater pourquoi beaucoup d'universités privées, au début, n'étaient pas d'accord parce qu'on leur arrachait des biberons, parce qu'on mettait fin à la mafia, à la pagaille, au désordre qu'ils organisaient en collaboration avec certains responsables du ministère de l'enseignement supérieur. Même cette histoire de co-signature là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dis, on doit arriver à un moment où, lorsqu'on regarde un peu la manière dont on procède pour les examens du baccalauréat, c'est comme ça on devrait même faire pour la licence. Aujourd'hui encore, les soutenances continuent. Où on dit c'est la note de soutenance en troisième année qu'on envoie pour passer les examens de licence. Il faut supprimer même tout ça. Mais c'est de façon progressive. Pour que en troisième année, parce que déjà, lorsque non. Avec des promoteurs d'établissement. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Lorsque c'est l'État qui vous donne l'autorisation d'ouverture d'exercer, et l'État décide d'opérer des réformes, et vous vous opposez. L'État ferme la porte de l'université et puis c'est fini. Parce que le système éducatif, c'est un danger public. Et donc si des personnes doivent se réunir, c'est-à-dire pour se mettre en bouclier, pour dire non, nous sommes contre parce qu'à côté ce n'est pas ça. À côté n'est pas ici. Ici est différent de à côté. Cette réforme suscite au moins la conscientisation au niveau des étudiants. Ah oui, bien sûr. Et puis il faut déjà dire que il faut dire qu'avec cette réforme, ce n'est plus possible au Bénin d'obtenir un diplôme d'une université privée sans connaître tout au moins où se trouve le siège de cette université. Parce que, par le passé, il y a des gens dont le niveau réel, c'est le baccalauréat. Dont le niveau réel fait le baccalauréat. Mais qui sont en mesure de brandir des masters dans des domaines, vraiment. Et puis quand c'est comme ça met vous et moi en difficulté. Nous qui nous levions très tôt pour aller choisir nos places dans les amphithéâtres. Nous qui nous levons très tôt pour prendre les bus et aller au cours, à l'église Sacré-Cœur, à Ologede, un peu partout. Nous qui avons connu vraiment les difficultés, les réalités même des études universitaires. Puisque lui, il a le baccalauréat, il est resté dans un bureau et puis il a réussi à avoir un diplôme. Vous et moi, nous avons intérêt à supporter cette réforme. Parce que ce n'est pas normal que des gens obtiennent des diplômes de façon vraiment aussi banale. Parce qu'un diplôme, ça s'obtient à la sueur de son front. Donc, cette réforme est à vraiment encourager. Et puis, ça conscientise, comme vous le dites, les étudiants, ça conscientise les candidats qui savent que
c'est que le parchemin qu'ils auront à obtenir ne seront plus délivrés par leur école, leur établissement, où il y aura des possibilités d'intervenir ou bien de faire des arrangements. C'est que tout le monde compose au plan national, la correction se fait dans l'anonymat, donc les chances de réussir sont là, au même moment où les risques de l'échec sont là. Donc il faut se prendre au sérieux pour aller composer. Ça conscientise. Et puis, si déjà le CEP s'organise et se délivre par l'État, le BPC s'organise et se délivre par l'État, le baccalauréat, même chose. Pourquoi? Et puis des gens ont accepté de faire tout ce parcours. Pourquoi quand ça vient au niveau du supérieur, l'État dit je veux organiser des examens et délivrer des diplômes, qu'on s'en oppose? Il n'y a pas de raison de s'en opposer. C'est qu'il faut accepter cette réforme et l'encourager pour limiter ou bien enrayer de notre société que ce marché noir de délivrance des diplômes non réglementaires ou bien immérités qui a tout le temps perduré dans la République. Voilà. Non, mais moi, je me demande comment les gens s'expriment lorsqu'ils veulent parler de leur parcours à leurs amis. Comment on peut quand même avoir la licence ou bien le master alors qu'on n'a jamais fréquenté une école avec un camarade, on n'a jamais eu. On peut citer le nom. On n'a aucun camarade. Le débat entre amis, comment ceux-là arrivent à se justifier, comment ils arrivent à parler de leur parcours. Je me demande. Vous savez, il y a des gens, après le bac, ils se sont retrouvés à Cotonou, mais on ne les a jamais vus porter, par exemple, des uniformes, mais après, on apprend qu'ils ont eu tel diplôme de telle école où on ne fréquente pas sans porter des uniformes. On va vous parler de tel diplôme master de telle année, alors qu'au cours de cette année, il y a eu des gens qui ont fréquenté la même école, normalement la même école, mais ils n'ont jamais vu ce dont on parle. Donc c'est vraiment ahurissant. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé quand même d'opérer des réformes qui permettent de savoir réellement ceux qui font du bon boulot. Cela est vraiment salué. Mais je crois qu'en ce qui concerne les évaluations pour la licence et le master, déjà c'est les écoles, ceux qui sont déjà, les écoles qui excellent déjà en la matière, en font aujourd'hui une source de publicité. Oui. Parce que, vous savez, ceux qui arrivent à avoir des pourcentages vraiment encourageants, oui, ils font de la publicité autour. Cela leur permet quand même aussi d'avoir une grande part du marché. Comme quoi, le travail bien fait, ça paye toujours. Voilà, donc on devrait tenir compte de ça. Rien qu'à partir de ça, de cela, les enseignants quand même devraient accepter, se faire évaluer, parce que lorsqu'on est évalué, qu'on a de bons résultats, c'est que cela permet aussi de bomber le torse et de dire ah je suis meilleur. Très bien. Et puis l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que par le passé, il y a des gens qui brandissaient des masters. Par exemple, et vous comparez l'intervalle entre le bac et le master, le master, ça fait à peine 3 ans. Alors que le master, c'est un diplôme de niveau bac plus 5. Donc ça veut dire qu'il y a également problème. Parce qu'on ne peut pas avoir un diplôme de master alors qu'on a eu le bac il y a 3 ans. C'est comme s'il a eu le BPC en 4e. Bon, donc c'est que l'examen national de licence de master vient régler tous ces problèmes. Comment ils arrivent à rédiger leur CV? Bon, vous voyez. Peut-être que en tant que journaliste, vous irez investiguer pour voir un peu comment est-ce que ces gens-là se débrouillent dans la société. Mais il y a parfois des gens qui ont la licence qui ne peuvent travailler nulle part avec parce que l'établissement n'est ni agréé ni reconnu par l'État pour délivrer de tels diplômes. Peut-être qu'avec ces initiatives, ces réformes, on va justement arriver à assainir définitivement le milieu éducatif en général.